Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre série sur les clubs et leur saison avec les supporters. On a fait déjà des épisodes sur Strasbourg, sur Marseille, sur Guingamp, sur Rennes, sur Lille, et je crois que là du coup c'est l'épisode 6. Il me semble que je n'ai oublié personne, donc ouais, on est sur l'épisode 6 de cette série, et il y aura un septième et dernier épisode vendredi prochain avec Lez. Mais tout d'abord, aujourd'hui, on est sur Angesco et ce sera Willy qui va nous parler de la saison angevine en fin de vidéo. Pour être honnête, je préfère être genre le concept là, enfin, les que j'ai fait, c'est là que moins par exemple que des clubs comme Lille, comme Rennes, comme Marseille, comme Guingamp, c'est mon club de cœur, c'est logique. Donc c'est un club que j'ai un peu moins suivi, mais il y a quand même des choses à dire sur cette équipe angevine. Donc Willy pourra nous dire tout ça en fin de vidéo. Tout d'abord, un petit contexte comme d'habitude pour chaque club. Avec 36 points, un maintien acquis à l'avant-dernière journée, donc ça a été quand même Willy dit 52 dans son vocal, mais j'ai vérifié sur deux sources différentes, c'est bien 53, donc il ment. Willy est un menteur en fait, voilà, il dit n'importe quoi. Il a dû se gourer. Il a dû se gourer, Willy, mais non, c'est bien 53. J'ai vérifié sur Forza Football et Flash Score. Donc c'est moins 21 et 53 buts encaissés. 10 victoires, 6 matchs nuls et 18 défaites pour les Angevins. En Coupe de France, les scoïstes. Alors pour l'histoire, je pensais qu'ils avaient terminé beaucoup plus bas. Parce que je cherchais en fait sur la dernière vidéo où j'avais parlé de Lille et de la Coupe de France. Je n'arrivais pas à retrouver le quatrième quart de finale, en plus de Cannes Guingamp, de PSG Saint-Brieuc et de Dunkerque Cannes. J'arrivais pas à retrouver l'autre. Non, pas Dunkerque Cannes. Non, c'est pas Dunkerque Cannes. Ouais, tu vois, j'ai encore oublié. J'ai encore oublié. Cannes. Non, c'est pas Cannes Reims. Brest-Dunkerque. Ah. Brest-Dunkerque, Cannes Reims. PSG Saint-Brieuc et du coup je me mets, non mais c'est une dinguerie, je ne sais plus, attends, non, Cannes, voilà, tu vois, j'ai oublié, donc bref, en tout cas le Angers-Reims je l'avais pas, du coup maintenant je l'ai, mais c'est dingue, je n'arrive plus, je sais qu'il y a eu PSG Saint-Brieuc, je sais qu'il y a eu Brest-Dunkerque, du coup il y a eu Reims-Angers, mais du coup Cannes ils ont affronté qui? Je sais même plus. Je sais même plus. En fait, c'est Cannes. Voilà, c'est Cannes. J'arrive pas à retrouver Cannes. Mais par contre, j'ai les trois autres. J'ai les trois autres. Donc ça, c'est bon. Ah, non, c'est pas Valenciennes. Non, je sais plus. Bref, je sais plus. Donc PSG Saint-Brieuc, Brest Dunkerque, Angers-Reims et l'autre, je sais plus. Mais tout ça pour dire, la dernière fois que je disais que Lille aurait franchement pu faire quelque chose d'intéressant lors de cette Coupe de France, vu le nombre de clubs éliminés, vu le nombre de clubs de haut niveau éliminés. Bref. Donc, Angers termine en quart de finale de Coupe de France. Le parcours est le suivant. Victoire tout d'abord, 1-0. Timide victoire, mais victoire quand même sur la pelouse du FC 93 Bobigny, 1-0. Victoire ensuite à Quevilly-Rouen, 3-2. Victoire ensuite sur la pelouse de Strasbourg, 3-1. Belle victoire contre un gros. Et ensuite, pour la première à domicile de Angers en Coupe de France, défaite au tir au but contre le Stade de Reims, qui ira donc affronter Cannes en demi-finale. Au niveau des meilleurs stateurs de Angers, on a notamment Esteban Lepol qui a marqué 9 buts en Ligue 1 cette saison. On a aussi Ahmad Abdelli qui est devenu un incontournable pour moi en équipe d'Algérie, et que d'ailleurs je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais je vais faire Suède-Algérie, donc peut-être que Abdelli sera là, je sais pas. Il y a eu aussi Ibrahima Niane, petit spoiler, Willy le critique un peu dans la vidéo, et c'est même pas forcément, je dis même pas ça forcément pour être en désaccord avec lui, mais mine de rien, c'est con, il a quand même marqué 3 buts cette saison en Ligue 1. Mais bon, 3 buts, c'est pas non plus incroyable, surtout qu'il a pu les marquer en début de saison et après s'éteindre complètement. Bon, vous verrez bien, je ne vous spoil pas ce que dit Willy. On a également Bamba Dieng,
qui a lui aussi marqué 3 buts. Et on a Farid El Melali, qui a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives avec Angers. Et moi, personnellement, j'en rajouterai un autre qui a été très bon, 2 autres même d'ailleurs. Un dont Willy parle, Yaya Fofana, le gardien angevin. Je crois que c'est celui qui était au Havre avant, et à ce moment-là, si c'est lui, je suis pas vraiment surpris qu'il fasse de bonnes performances. C'est un gardien que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait de très bons arrêts, Yaya Fofana. Et il a pris une grande dimension. Moi, je l'ai découvert quand il était numéro 2 derrière Mathieu Gorgelin au Havre. Et je trouve que là, depuis, il a pris une grande importance. Il a été du coup le gardien des buts havrais, avant l'arrivée d'Arthur Demas en provenance de Clermont. Et Yaya Fofana est depuis devenu le gardien de Angers. Et je trouve qu'il se débrouille très très bien dans ce rôle-là. Et l'autre, c'est Lilian Raolizoa, que j'ai trouvé plutôt intéressant de mon côté. Parce que les matchs de Angers que j'ai regardés, c'était notamment contre le PSG. Et Lilian Raolizoa, je trouve que Angers touchait pas beaucoup le ballon, mais que Raolizoa, c'était vraiment tout le temps lui qui touchait la balle. Alors je crois qu'il a pris un petit carton rouge il y a pas longtemps. C'est son problème, je crois que c'est un peu l'agressivité à Lilian Raolizoa. Il est assez bourrin dans ses interventions, il me semble. Ça se trouve, je raconte de la craque, ça se trouve, je raconte des cracks, mais je crois qu'il a pris un carton rouge il y a pas longtemps. Lilian Raolizoa. Donc voilà, mais j'ai franchement vraiment apprécié le match de Raolizoa face au PSG. Au match retour que Angers perd 1-0 seulement. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que Angers, contre les gros, et ça a été plutôt intéressant. Il y a une victoire contre Strasbourg en Coupe de France et en championnat. Tu gagnes aussi contre Lille. Contre le PSG, tu perds 4-2 et 1-0, mais dans des performances plutôt acceptables comparé à d'autres qui ont vraiment fait n'importe quoi. Marseille, je crois que tu fais match nul aussi. Contre Lyon, je sais plus exactement, tu perds contre Monaco. Mais quand même, contre Lille, Strasbourg, tu te débrouilles et tu gagnes. Marseille aussi. Et contre le PSG, tu arrives à pas être ridicule du tout. Donc Angers contre les gros cette saison n'a pas été si mauvais. Et contre les petits non plus, parce que tu as des victoires contre Reims, contre Montpellier. Le match Nantes-Angers, que j'ai bien regardé en long, en large et en travers. Le Nantes-Angers, il a été plutôt maîtrisé de la part des Angevins. Et c'est surtout ça qui les sauve dans une fin de saison qui a été palpitante pour beaucoup de clubs de bas de tableau Ligue 1, dont Angers, qui a mis, je crois, 4 points d'avance à ses adversaires directs en gagnant face au FC Nantes. Mais ils se sont sauvés définitivement en gagnant contre le Racing lors de la 33e et avant-dernière journée. Donc voilà, ça a été une saison plutôt aboutie quand même pour Angers, mais malgré tout, une saison aboutie oui et non, parce que t'as quand même bien galéré, t'as dû attendre l'avant-dernière journée pour te qualifier, pour te maintenir en Ligue 1, et t'as quand même certaines performances qui ont été plutôt mauvaises. Alors j'ai pas de match en tête, mais moi je me rappelle de certaines réactions de supporters angevins, et pas que de Willy d'ailleurs, où tu voyais des réactions du genre là mentalement ça va pas, on se fait dépasser dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà, cette équipe de Angers, elle a encore des choses à améliorer et c'est normal, mais elle se base, et c'est d'ailleurs le titre de cette vidéo, sur un élément principal de son effectif, et c'est sur ça que je vais continuer mon explication, Esteban Le Pol. Alors Esteban Le Pol, je l'ai découvert moi quand il a failli être pisté par Guingamp, enfin il était pisté par Guingamp à un moment, mais c'est Angers qui a fini par le récupérer. Alors je crois que dans l'idée, je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'il est formé à l'Olympique Lyonnais. Il n'y arrive pas, l'Olympique Lyonnais, il part, il va donc à Nîmes, je crois, il finit à Nîmes ou à, je ne sais plus exactement, mais dans un club de national. Et c'est dans ce club de national qu'il explose, qui finit meilleur buteur du championnat l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et donc là, à partir de ce moment-là, à Guingamp, on envisage de le recruter. Et c'est finalement Angers qui obtient la mise sur le joueur. Au départ, apparemment, il n'était pas vraiment titulaire, mais c'est à partir de la mi-saison qu'il a commencé à l'être. Et tout de suite, ça a été beaucoup mieux. Moi, je me rappelle d'un supporter brestois, ami à moi, qui avait commencé à me parler d'Esteban Le Pol, que du coup, je connaissais déjà un peu parce qu'il était pisté par Guingamp. Mais il m'avait parlé de lui lors d'un match Brest-Angers, où Esteban Le Pol avait, je crois, marqué un doublé. Et il avait été très intéressant. Il avait été d'une grande aide dans le jeu angevin. Et il avait vraiment eu un gros impact. Donc c'est là que je l'ai découvert, et Esteban Le Pol, depuis, il a continué à avoir cet impact-là dans le jeu angevin, et je trouve très intéressant de l'avoir mis comme pièce maîtresse du projet du SCO, d'autant plus que tu aurais très bien pu le vendre, parce que tu aurais récupéré sûrement une bonne prime, une bonne indemnité de transfert. Je vais vérifier tout de suite quand le contrat d'Esteban Le Pol. Après, il vient de prolonger, donc peut-être que là, le contrat qu'il va me donner, ça va être le nouveau. Je vais voir si j'ai pas moyen de savoir.
jusqu'à quand se terminait son contrat à la base. Je vais vous dire ça tout de suite, mais tu vois, franchement, t'aurais pu le vendre, bien s'il y avait des propositions sur la table. Je crois qu'il y avait le RC Lens notamment qui était dessus. Donc t'aurais franchement pu obtenir une bonne indemnité de transfert, mais le fait de l'avoir gardé et d'avoir réussi à le prolonger, alors qu'il aurait très bien pu avoir mieux que Angers, c'est pour moi une très bonne nouvelle pour les Angevins. Tu vois, là, sa valeur marchande, là, je vois 7 millions d'euros. Tu craches pas sur 7 millions d'euros, très clairement. Au niveau du contrat, ouais, 30 juin 2028, je pense que là, c'est le nouveau contrat. Mais je pense que ça devait expirer en 2026, un truc dans le genre. Donc voilà, c'est cool d'avoir réussi à le prolonger et d'en faire la pièce maîtresse de ton projet et de construire autour de lui. La dernière chose que je voulais rajouter, c'est par rapport à Emmanuel Bioumla, le défenseur central angevin, qui a bien progressé cette saison aussi, qui a pris une bonne importance. Je crois qu'il vient du Havre, lui, Bioumla. Il me semble, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il vient du Havre, Bioumla. Et il a pris une bonne importance cette saison. Il est sélectionné en équipe de France U20 pour le tournoi Maurice Revello. Donc à voir ce qu'il va faire là-bas, Bioumla, mais je trouve qu'il a pris une très bonne importance aussi dans le système de jeu de Alexandre Dujeu, sans mauvais jeu de mots. Dernière chose aussi, l'enveloppe pour le mercato va être considérablement augmentée. Willy vous en parlera mieux que moi, mais par le départ, pas de Angers, mais le départ de Wolverhampton du latéral gauche algérien Ryan Aït-Nouri, qui va être transféré à Manchester City contre, je crois, une enveloppe de 55 millions d'euros. Et Angers va récupérer aux alentours de 11 millions d'euros sur le transfert de Aït-Nouri. Donc au niveau de l'enveloppe mercato, ça va être une bonne chose pour pouvoir justement construire autour d'Esteban Le Paul et faire quelque chose de vraiment intéressant. Et là, tu n'as aucun départ à enregistrer pour récupérer ces 11 millions d'euros, donc ils sont vraiment bienvenus. Et petite parenthèse aussi, je pense que Aït-Nouri va vraiment s'imposer à Manchester City. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour l'international algérien. Pas grand chose de plus à rajouter sur Angers, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas non plus suivi ce club de manière complète, mais j'ai quand même réussi à tenir 12 minutes en ne disant, à mon sens, pas n'importe quoi. Après, pas n'importe quoi, pour moi, c'est mon avis, tu vois, sur la question, c'est mon avis. Si j'avais dit n'importe quoi, j'aurais dit que Angers aurait pu finir 5e, machin. C'est mon avis de ce que j'ai vu de la saison angevine. Voilà ce que j'en pense. Maintenant, voilà, je peux pas vous donner un avis complet, je peux pas vous dire que Florent Hanin a été meilleur que Abdelli, que El Melali aurait pu faire mieux. Il y a le petit Zinedine Belkdim que j'ai observé, non c'est Yacine ou Zinedine, je sais plus. Mais en tout cas, le petit Belkdim que j'ai observé quand il jouait aussi avec Angers de temps en temps. Je passais sur les matchs et je l'ai vu un petit peu jouer. Donc voilà, cette équipe de Angers a, je trouve, une bonne équipe, une bonne structure sur laquelle se baser, mais va falloir se servir de l'enveloppe mercato que tu as pour améliorer un petit peu tout ça et profiter du départ de Aït-Nouri de Wolverhampton vers Manchester City pour améliorer ton propre effectif. Voilà, c'est la fin de ma prise de parole à moi en tout cas. Je vous laisse avec celle de Willy. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce que j'ai dit, supporter angevin. Si vous trouvez que malgré que j'ai pas vraiment vu tous les matchs de cette saison d'Angers, j'ai plutôt dit des choses intéressantes, ou si au contraire j'ai dit vraiment n'importe quoi. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications, bien entendu, et à liker la vidéo si elle vous a plu. C'est pour le référencement, c'est très important de liker au maximum cette vidéo. Et j'ai parlé tout à l'heure des commentaires, j'ai parlé de ma prise de parole, mais n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé de la performance de Willy. Willy qui commentera peut-être cette vidéo, parce qu'il commente assez souvent mes vidéos. Généralement, il les commente... Parfois, Willy commente les vidéos, donc peut-être que vous aurez un retour direct de Willy dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers lui si vous avez des questions aussi. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je laisse Willy vous donner son point de vue sur la saison de Angers. Pour ceux qui regardent la vidéo dès sa sortie, dès 17h, sachez qu'on se retrouve à 18h30 pour Suède-Algérie, match amical. Et demain, pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, demain, mercredi 11 juin, on se retrouve à partir de 20h30 pour le début de l'Euro Espoir pour nos Français avec un Portugal-France. D'ailleurs, Esteban Le Paul aurait très bien pu avoir sa chance en équipe Espoir, peut-être même qu'il y ait. D'ailleurs, je crois qu'il y a Hugo Ekitike et Arnaud Kalimundo, donc ça m'étonnerait qu'Esteban Le Paul y soit. Mais pour moi, il y aurait eu parfaitement sa place. Fin de la vidéo, je vous laisse donc avec la prise de parole de Willy.
À bientôt tout le monde et à vendredi pour l'épisode 7 de cette série sur le PSG. Salut Ethan, j'espère que tu vas bien. Je te remercie en préambule pour la participation à ta vidéo et pour faire le récap du SCO d'Angers sur cette saison 2024-2025. Le SCO d'Angers, pour remettre dans le contexte, a été promu sur cette saison en terminant en deuxième de Ligue 2 la saison passée, juste derrière la J Auxerre. J'avais annoncé en début de saison, de par nos renforts minimes et quelques pertes, qu'il faudrait qu'il y ait 2 à 3 équipes pires que nous, et c'était le cas puisque nous avons terminé à la 14e position, avec 10 victoires, enfin déjà 36 points, pardon, 10 victoires, 6 nuls, 18 défaites, 36 points donc au compteur, 32 buts marqués, c'est pas beaucoup, 52 encaissés, c'est moins que ceux qui sont derrière nous. Voilà, donc ça c'était pour le préambule. Donc oui, effectivement, on a réussi à nous maintenir. Donc on peut dire que c'est une saison réussie parce que c'était largement l'objectif, en tout cas du club, au vu des recrues que nous avions eues. Donc je vais les renommer comme ça rapidement. Donc dans les recrues, il y avait Jean-Eudes Daoulou, il y avait Aris Belkebla, il y avait Djimal Ewina, Emmanuel Biumla, Karen Sarkus, et il y avait également Jacques Comier. Euh, je pense avoir oublié personne de cet effectif-là. Puis on a eu en début de saison pas mal de blessures qui ont un peu handicapé le groupe. Je pense que ce qui nous a sauvé un peu, c'est les victoires contre nos concurrents directs, puisque nous avons pris 6 points sur 6 contre Montpellier, 4 points contre Saint-Etienne. Contre Reims, on en a pris 3. Contre Le Havre, on en a pris 4. Contre Nantes, notamment, nous en avons pris 4 également. Donc voilà, je dirais que c'est notre faculté à être présent et dans les matchs qui comptaient vraiment, qui comptaient pour le maintien. C'est ce qui, à mon sens, nous a permis de nous maintenir. Alors certes, on s'est maintenu qu'à l'avant-dernière journée, euh, même qu'à la dernière journée, mais avec 2 victoires non, à l'avant-dernière journée, je dis bien, avec des victoires contre Nantes à la Beaujoire et contre le Racing Club de Strasbourg lors de la pénultième et l'avant-dernière journée. Sinon, on a eu une première partie de saison très délicate, et puis a surgi un joueur qui nous a fait le plus grand bien. Alors je l'ai martelé toute la première partie de saison qu'il fallait que Esteban Le Paul soit titulaire de notre attaque. Il n'a quasiment pas joué, ou presque pas joué, en tout cas sur cette première partie de saison. Et quand il est devenu titulaire, il a euh, très bien performé. 9 buts en Ligue 1 et je crois que c'est 4 en Coupe de France. Donc il y a 13 ou 14 buts pour lui sur toute la saison. Et pour une équipe comme nous qui jouait le maintien, eh ben il a marqué ça quasiment que sur une demi-saison. Donc imaginez s'il avait été titulaire toute la saison, on aurait pu encore aller plus haut. Euh, on a pu aussi compter sur une sur une faculté à bien se déplacer, puisque on a été assez solide à l'extérieur. Euh, Notamment chez les gros, hein, victoire à match nul à Marseille, victoire à Monaco, match nul à Strasbourg, voilà, sur ces matchs-là. Certes, on avait perdu la Ligue en début de saison, mais voilà, c'était quand même assez solide. Euh, on a gagné, ouais, comme on l'a dit. Bon, voilà, c'était quand même assez solide à l'extérieur, un peu moins à domicile. Malheureusement, et j'avoue que bah, c'est un point qui m'embête un peu.
Parce que c'est là où normalement on doit faire la différence en tant que promu et en tant qu'équipe qui joue le bas. C'est à domicile où à mon sens on doit faire le boulot et devant nos supporters surtout. Voilà pour ça. Euh, et maintenant je vais passer en disant donc que c'est une saison bien évidemment réussie à mes tops et mes flops. Mes tops et flops pour cette saison. Alors c'est mythe. Enfin, déjà top bien évidemment Esteban Le Paul. Top Yaya Fofana qui dans les buts a fait une très 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 bonne saison. C'était un peu l'interrogation dans ce début de saison parce que autant en Ligue 2 il était plutôt intéressant, mais la saison il était capable de très grosses boulettes comme l'an passé notamment ou à Pau dans les arrêts de jeu alors qu'on menait 4 buts à 3 et ben malheureusement il a fait une énorme boulette ce qui nous avait coûté la victoire à l'époque. Donc voilà, il est capable du meilleur comme du pire et cette saison il était très 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 régulier pour la première fois en Ligue 1 et voilà, j'espère qu'on pourra le garder. Donc voilà, si je dois dire donc le Paul Fofana et puis je rajouterai un joueur aussi qui a été très fiable dans notre pléiade de blessés puisqu'on a eu énormément de blessés surtout au milieu de terrain et même en attaque. Donc mon troisième top, il a joué quasiment toutes les minutes de cette Ligue 1, de tous les matchs. C'est Jordan Lefort. Voilà, c'est également un joueur que j'aime beaucoup et un homme qui inculque bien les valeurs du club, qui en tout cas, voilà, j'aime beaucoup sa mentalité, tout comme celle de Florent Hanin d'ailleurs, et voilà, ils sont bien ici et j'espère qu'ils y resteront pour l'année suivante. Pour les flops, c'est assez compliqué. En top, j'aurais également pu rajouter Alexandre Dujeu, bien sûr, qui a fait un énorme travail. En flop, pour moi, on va dire l'attaque, sauf le pôle, c'est-à-dire Ibrahim Magnan. Euh, voilà, Ibrahim Magnan, depuis sa blessure à Metz il y a quelques années, n'est que l'ombre de lui-même. Il n'a pas le niveau Ligue 1. Il n'a pas le niveau Ligue 2. Voilà, l'année dernière, il a marqué 0 but. Là, il en a marqué un ou deux. Mais c'est très compliqué. Voilà, on sait très bien que quand on va voir Ibrahim Magnan, alors il se donne beaucoup sur le terrain, mais c'est compliqué. Et sinon, en soi, dans les flops, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter. C'était une saison quand même assez solide, malgré les blessures, comme je le disais. Mais voilà pour top et flop. La troisième partie, donc pour ce qui est du mercato, j'avoue que on est un peu dans le flou parce que on va pas pouvoir vraiment recruter. Alors à part des éventuels prêts, ça va être vraiment compliqué. Déjà, on va quand même récupérer un petit peu de d'argent entre guillemets parce que Ryan Aït-Nouri que l'on avait vendu à Wolverhampton, lui s'est engagé avec Manchester City. Donc voilà, pour 5 ans, donc normalement on devrait retrouver une enveloppe autour de 11,5 millions d'euros à peu près. Euh, donc ça va nous aider pour essayer de faire un mercato potable. Déjà, il y a des prolongations qui sont en cours. Donc, Emmanuel Biumla est quand même pas mal sollicité, donc ça risque d'être compliqué de le garder. Mais en tout cas, Marius Courcoul, Florent Hanin, ah non, c'est Yalis Beldim, pardon, qui est assez courtisé, notamment en Allemagne par le St. Pauli et en Belgique par le Cercle Bruges. Par contre, pour notamment Emmanuel Biumla, c'est en bonne voie. Donc voilà pour ça. Et puis pour ce qui est des futurs arrivés,
Je sais pas plus que ça pour l'instant. Il se pourrait également, en termes de départ, que notre assistant Jean-Michel Badiane s'en aille. Voilà, c'est dans les petits papiers pour l'instant. Pierre Capel, Abdoulaye Bamba, Florent Hanin devraient prolonger aussi. Euh, pour le cas Capel, je suis assez partagé parce qu'il joue quasiment plus. Euh, c'est un défenseur de la Dallangevine qui nous correspond très bien, mais voilà, c'est compliqué pour lui. Il est plus vraiment au niveau de la Ligue 1, c'est sûr. Et il joue quasiment plus cette saison. J'ai pas son nombre de minutes sous les yeux, mais en tout cas, c'est compliqué. Et donc, a priori, on le prolongerait. Mais moi, ce que j'espère surtout à la fin de son contrat et à la fin de sa carrière, c'est qu'il reste dans le club et dans l'encadrement angevin. Voilà, en termes d'arrivée, j'entends pas mal parler de certaines choses, mais bon, ça reste en suspens, donc je vais pas forcément parler de rumeurs pour l'instant. Par contre, une chose qui est hyper importante aussi, qu'on a appris il y a quelques jours, c'est que Esteban Le Paul a prolongé. Voilà, en tout cas, Esteban Le Paul prolonge et je crois 2028. Et ça, c'est hyper important parce que le souhait du club, c'est de construire autour d'Esteban Le Paul. Et voilà, je pense que c'est une excellente idée parce que c'est quelqu'un qui va nous, je pense, essayer de tirer un maximum vers le haut. Et comme on l'avait fait lors de notre précédente montée en 2015, va essayer de se pérenniser en Ligue 1, même si on le sait, c'est compliqué et ça va l'être encore plus avec l'arrivée du Paris FC cette saison. Dans l'élite, voilà. Je pense avoir été complet. Si j'ai oublié des choses, eh ben, je le rajouterai éventuellement un petit peu plus tard. Et en tout cas, encore une fois, merci Ethan, et je vous souhaite une agréable soirée.